Bonjour à tous, je suis actuellement au C-Space. Non, c'est faux. Je suis chez moi. Car on a voulu profiter à fond du C-Space. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera justement du C-Space, de l'organisation au déroulement. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur le vol de Taranis. Et vous allez voir que c'était pas de tout repos. Tout commence quelques jours avant le C-Space. La fusée est prête, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. La chronologie. La chronologie, c'est la checklist de votre lancement. C'est une liste de choses à faire pour mettre en œuvre votre fusée. Elle est tellement importante que lors de la mise en rampe, une personne ne fait que ça. C'est-à-dire que cette personne déroule la liste et vérifie bien que tout a été fait. Allumage de l'expérience. Je suis sûr que c'est pas important. Bref, nous sommes arrivés au C-Space le 14 juillet au soir, et une fois tout installé, nous sommes directement allés au contrôle. C'est la zone où les contrôleurs vérifient que votre fusée est bien conforme au cahier des charges, et à la rampe, etc. Et tout se passait très bien, jusqu'à ce qu'on ouvre le parachute. En effet, lors de la RCE3, si vous ne savez pas ce qu'est la RCE3, regardez la première vidéo de la chaîne, le suiveur de Planète Science nous avait dit de détacher la trappe en haut du parachute pour la mettre sur l'émerillon, entre la sangle et les suspentes. Le but, c'était d'éviter que la trappe tombe sur le parachute et ne s'en mêle dedans. Donc bien évidemment, nous avons changé cela et nous avons accroché la trappe à l'émerillon. Quelque chose qui est un peu plus inquiétant, c'est que moi je le mettrai pas là parce que j'ai peur qu'avec le vent. En fait, on nous a dit de le mettre sur les mérions. À la RCE3. On l'avait mis au-dessus du parachute. Et ben c'est ce que j'allais vous dire. Et au C-Space, on nous a dit de détacher la trappe et de la mettre au-dessus du parachute. Accrochée à l'émerillon, la trappe peut facilement s'emmêler autour des suspentes et mettre le parachute en torche. D'ailleurs, durant la campagne 2021, un parachute s'est mis en torche et la trappe était fixée au-dessus du parachute. Mais on en reparlera à la fin. Donc nous sommes extrêmement contents de la nouvelle, d'autant plus que les contrôleurs estiment que les fils utilisés pour fixer la trappe sont trop petits. Alors oui, il ne faut pas utiliser de la ficelle de cuisine pour attacher une trappe, mais la ficelle en nylon conçue pour accrocher les défenses de bateau, même si vous êtes obèse, je vous pends par l'orteil sans aucun problème et je pense qu'il y a encore de la marge. Donc on nous a demandé d'utiliser un fil visiblement plus gros, que vous voyez ici, pour fixer la trappe au parachute. Et pour fixer la prise jack. Je rappelle quand même qu'à l'RCE3, on ne nous a fait aucune remarque là-dessus. Un petit mot sur la prise jack d'ailleurs. Celle-ci détecte le départ comme un interrupteur. Lors du décollage, la prise jack se fait arracher et la carte utilise cela pour détecter le départ. Dans ma première vidéo sur l'électronique, j'ai dit qu'on pouvait utiliser une fonctionnalité qui détecte simplement quand une prise jack est branchée, ce qui rendait le système plus simple. Mais il n'est pas rare qu'une prise jack reste simplement coincée dans la fusée, le câble s'étant rompu. Eh bien, si vous soudez un fil électrique pour faire une boucle derrière la prise jack, il vous suffit de fixer simplement ce fil à la rampe. Même si la prise jack reste coincée dans la fusée, comme le fil s'est rompu, la fusée aura détecté le départ. Et vous aurez un magnifique jack qui aura droit à ses galons d'astronaute. Fin de la parenthèse. Donc il est 23h ce 14 juillet, nous sommes en train de remplacer tous les câbles et de fixer la trappe au-dessus du parachute. Comme il était impossible d'enlever le câble qui était glué dans la prise jack, ne faites surtout pas ça, j'ai glué un plus gros câble à la base de la prise jack et tout le long du fil, me défonçant les mains au passage. Et après ça, vers 23h30, on décide de revenir au contrôle. Il nous valide tout ce qui n'allait pas. Sauf un truc qu'on avait déjà fait la première fois mais que personne n'avait coché. Et c'était le vol simulé. 1, go. 1, 2, 3, 4, C'est bon, arrête, trappe vers le 5, bas. C'est bon. 7, 8. Voilà. Sauf qu'on est passé avec quelqu'un qui voulait non pas une, mais deux chronologies papier. En fait, normalement il en faut forcément deux, mais notre chronologie était tellement pourrie qu'on aurait préféré l'imprimer après le contrôle pour pouvoir la modifier. Donc on est encore revenu aux ateliers et on a modifié la chronologie. Il est environ 23h45. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à imprimer la chronologie. 2 fois. Et là, l'imprimante. Déjà, aucun PC n'y était connecté, donc les bénévoles nous aident, sauf que rien ne marche. On décide d'essayer avec une clé USB, ça ne marche pas. On essaye avec une autre clé USB, et ça a l'air de marcher. Enfin. Bon, maintenant on appuie sur imprimer, et là, plus de papier. Ouais, il n'y avait pas de papier.
Donc là, on est en mode, c'est bon, il suffit de trouver une feuille A4. Sauf que personne n'avait de ramette de papier dans tout le bâtiment. Quelques minutes plus tard, on nous ramène du papier qui devait probablement être à l'accueil du C-Space. Et là, on imprime, enfin, et on se dirige tout fièrement vers le contrôleur qui nous l'avait demandé. Quand tout à coup... Le service de sécurité de la base arrive et dit « Il est minuit, tout le monde sort et on ferme tout ». Petite parenthèse car je vous vois venir, mais les bénévoles et contrôleurs étaient géniaux. Ils se pliaient en quatre pour nous. Simplement, j'essaye de vous faire retranscrire la frustration qu'on a ressentie et surtout vous faire comprendre que ce genre de problème, ça arrive tout le temps et vous devez savoir les gérer au cours de votre projet. Donc je suis allé dormir avec une boule au ventre car j'espérais vraiment que la fusée serait validée le soir même. Après une superbe nuit dans une chambre sans volet, les gens qui me connaissent savent que les chambres sans volet, voilà. Donc on arrive le matin et on repasse enfin le contrôle avec la feuille de la chronologie qui était encore sur la table où on l'avait laissée. Et le problème, c'est que cette chronologie était beaucoup trop longue. Pour mettre en œuvre Taranis, il y avait beaucoup de choses à faire et à vérifier, et surtout, j'ai mis beaucoup trop de vérifications. Des fois, on vérifiait 2 à 3 fois la même chose pour être sûr que rien n'était tombé en panne. Mon conseil, c'est de vérifier toujours quand vous partez d'une zone. Lorsque vous partez de la rampe, votre dernier point doit être de vérifier la télémétrie, etc. Et une dernière fois avant d'appuyer sur le bouton, si vous le pouvez. Mais bref, après quelques modifications, on était enfin validé. Enfin! Et j'avais encore plus les boules, car maintenant il fallait encore tout préparer pour le lancement, et le live. Donc il nous faut 2 ordinateurs, un pour le live et un pour enregistrer la télémétrie. Mais il nous faut aussi de la connexion. La seule personne qui en avait sur place, c'était Rémi, enfin son téléphone, donc on a juste pris son téléphone. Il fallait aussi prendre la caméra à fixer sur la rampe, les pieds pour les caméras en zone publique et tente de lancement. Il fallait encore prendre la pince qui servirait à activer les caméras, le câble jack, etc. On est parti en utilisant ma voiture, mais on aurait très bien pu prendre la navette, et une fois en zone de lancement, on pose tout le matériel et on attend. Au bout d'un certain moment, un pyrotechnicien vient pour dresser une liste. C'est le plus rapide qui gagne, et vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine que vous avez intérêt d'être rapide. Du coup, on lancera en deuxième. Puis on attend. On attend. Et le live tourne. Quelques heures plus tard, Léopold vient me dire « Au fait, les batteries des ordis ?» Et en effet, l'ordinateur du live avait 4% de batterie, alors que l'ordinateur de la télémétrie avait 60%. Aïe. On voulait vraiment avoir un live, car de 1, c'était trop cool, et de 2, Léopold a fait une magnifique application pour interpréter la télémétrie en temps réel. Donc j'ai éteint l'ordinateur du live pour préserver les 4% de batterie au cas où. Déjà, on avait oublié le câble de rechargement. Alors Léopold est reparti en courant à la base pour aller chercher le câble. Et là, on branche le câble à une multiprise. Normalement, en zone de lancement, il y a du courant. Mais ce jour-là, le générateur a décidé de crever. On était un peu dans le caca. On a demandé aux bénévoles et ils ont contacté un mec à la base qui avait un onduleur. Un onduleur, c'est un machin qui est capable de convertir la puissance d'une batterie en courant alternatif. Donc ni une ni deux, Léopold et moi, on court vers la voiture, encore, puis on arrive en zone com, là où le matériel des bénévoles est, et on prend l'onduleur, qui, franchement, pèse une tonne. Et on repart en zone de lancement. On branche tout, mais on nous dit clairement que même si l'onduleur est plein, il tiendra environ 15 minutes. Du coup, on relancera le live que lorsqu'on ira mettre la fusée en rampe. Parlant de ça, avec toutes ces péripéties, on lancera finalement en troisième, ce qui est normal vu le temps qu'on a pris. Au moment où la fusée précédente touche le sol, Marie et moi, on va en temps public pour allumer les caméras. Pour ces caméras, on utilise cette pince qui doit être orientée de manière très précise pour appuyer sur ces 2 minuscules boutons. Et pour les 2 caméras, il faut faire bouton haut, bouton bas, puis bouton haut. Et cela, vous vous en doutez, sous une pression énorme. Je tremblais, beaucoup. Et j'ai mis une éternité à allumer la caméra du parachute. Au bout d'un moment, j'ai pensé qu'elle était cassée et j'ai hésité à abandonner l'allumage. Mais au vu du temps investi sur ce projet, je me suis dit qu'il fallait que je persévère, et j'ai bien fait. Une fois les 2 caméras lancées, on s'est aventuré dans le gabarit de lancement. C'est la zone où les fusées peuvent retomber lors des vols. Dans ce gabarit, vous ne devez pas émettre d'ondes, pour éviter de déclencher la ligne pyrotechnique.
En effet, un câble, c'est une antenne, et si au bout du fil il y a un explosif, il ne vaut mieux pas avoir d'onde dans le coin. Mais vous pouvez emmener votre téléphone en mode avion, c'est fait pour ça. Mais du coup, le live, lui, devait être fait depuis la zone publique. À ce moment, on lance la caméra de mon téléphone pour filmer la mise en rampe. À partir de maintenant. On déroule la checklist et on demande aux bénévoles de contacter Léopold, resté en zone publique, en utilisant des talkie-walkie. Alors oui, j'ai parlé d'ondes, mais les talkies émettent justement des ondes qui rendent l'allumage de la ligne pyrotechnique très improbable. Léopold vérifie la télémétrie et le live, et on part en tente de lancement. Pendant ce temps, les pyros installent le moteur et la ligne. Et j'en profite pour faire vérifier à Léopold qu'il n'a absolument rien oublié. Enregistrement, live, télém, etc. Et enfin, les pyros reviennent, et on donne notre accord pour lancer. Et à ce moment-là, un des pyros nous dit Après nous, on reste calme. Alors je me rappelle même plus l'avoir entendu prononcer cette phrase. À ce moment, je suis dans ma bulle et j'en sortirai pas avant que la fusée soit au sol. Le décompte est lancé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Et là, la fusée se lance. Un silence d'or. Puis en un instant, le parachute s'ouvre et... Chut. Le silence est vite parti. Les pyros sont en train d'essayer de me dire de la fermer, mais je me rappelle même pas les avoir entendus. À ce moment-là, je suis aux anges, mais rapidement, je vais revenir sur Terre. Après le lancement, on rentre en zone publique, en laissant le prochain groupe passer. On n'a pas encore récupéré la fusée, et on récupérera toutes les fusées en même temps. Et Léopold me dit que la fusée nous a indiqué que l'ouverture était une ouverture automatique par détection d'apogée. J'étais encore plus aux anges. Anthony, un bénévole qui fait une fusée très stylée, me demande si la télémétrie doit bientôt s'arrêter. Alors on avait totalement oublié, mais il faut pouvoir arrêter la télémétrie au bout d'un moment. Heureusement, la seule autre minif avec une télémétrie était lancée le lendemain. Et aucune fusex n'est lancée en parallèle. Hors Covid, ça aurait été le cas. Mais Anthony utilise la même fréquence que notre télémétrie pour activer des appareils sur la rampe. Et du coup, il doit demander aux pyros de les activer avant de revenir. Et quelquefois, ils oublient. Ils ont un peu de taf quand même. Après cela, mon objectif, c'était de choper toutes les données du vol. Or, déjà, Léopold ne savait pas où il avait sauvegardé les données de la télém. Et j'ai vraiment eu peur. Ça se ressent. Il s'est pas lancé. Si, il s'est lancé. Entre-temps, un pyrotechnicien est venu pour nous donner la caméra qu'on avait fixée sur la rampe de lancement. On va en tente pour être plus tranquille, je trouve les données de la télém, et on regarde ce qu'il y a dans la caméra. Rien. On a des images, mais ça s'arrête bien avant le lancement. Et un détail que je vous ai pas dit, c'est que cette caméra est exactement le même modèle que celle embarquée dans la fusée. Pour pousser le bouchon encore plus loin, la caméra de Léopold en zone publique est tombée à 10 secondes avant le lancement, loupant une bonne partie du vol. Et mon téléphone a filmé ça. 3, 2, unité, mise à feu. Juste avant de ne plus avoir d'espace mémoire. Ah, monde de merde. Donc on s'est dit qu'on était maudits. Et je pensais vraiment qu'on ne récupérerait aucune image des caméras embarquées. Avec rien d'autre à faire, on a regardé les autres lancements avant que 3 heures plus tard, on puisse aller chercher les fusées. Et là, on a vu notre fusée avec le parachute extrêmement bien déployé et encore allumé. Du coup, j'ai éteint les cartes électroniques et on est allé rendre le moteur fusée avant de démonter la coiffe. On ne peut pas éteindre les caméras depuis l'extérieur de la fusée. Et depuis 3 heures, elles ont forcément plus de batterie. J'étais super stressé. J'ai branché la caméra au PC et j'ai ouvert la dernière vidéo. Et j'ai vu de l'herbe. Et j'ai crié de joie une seconde fois. J'ai donc copié toutes les vidéos sur le PC avant de faire de même avec l'autre caméra. Ensuite, on a pris la carte SD dans la fusée et on a copié tout dans le PC. Et on avait enfin tout ce qu'il fallait. Et Taranis avait fait un vol parfait. Absolument tout avait marché comme prévu. Et dans la vidéo d'interprétation des données qui est sortie normalement en même temps, on parlera justement de ces données. Allez la voir, ça vaut le coup. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas que pour apprécier le tableau, il faut en connaître les détails. Il ne vaut mieux pas avoir d'onde dans le coin. Parfait.